Pour qui penses-tu être, fille noire? Les mots ont frappé comme un fouet, déchirant l'air stérile de la salle d'urgence. Nous ne traitons pas les esclaves comme vous ici, cracha le docteur Clara Mendizabal, sa voix résonnant sur les murs froids comme une gifle au visage. Si tu avais voulu accoucher comme une vache, tu aurais pu rester dans ta jungle. Je vais appeler un policier pour te faire sortir de mon hôpital comme ce que tu es, une criminelle. Double se tenait sur le seuil, une main tremblante agrippée au cadre, l'autre pressée contre son ventre rebondi. Son corps tout entier tremblait de l'intérieur. Les contractions la consumaient, la pliant en deux dans une agonie silencieuse. « Mon Dieu » murmura-t-elle à bout de souffle, « s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. » Aide. Le docteur laissa échapper un rire froid et vide d'humour. Tu viens ici sans papier, tu cries que tu n'as pas d'assurance et tu demandes de l'aide? Tu n'es qu'un problème de plus, comme tout est semblable. Elle se tourna brusquement vers l'infirmière. Appelez la sécurité. Mieux encore, appelez la police. Emmenez-la. J'en ai marre de ces rats. Quelques minutes plus tard, l'agent Rivera entra, grand et large, son uniforme impeccable, ses lunettes de soleil noires toujours sur le nez, comme si les néons le gênaient. Il scruta la pièce avec un sourire narquois. « Que s'est-il passé ici » demanda-t-il d'un ton moqueur, « puisque cette femme noire a été volée, est-elle venue pour provoquer une émeute ?»« Vous savez comment sont tous ces gens » répondit froidement le docteur Mendizabal, sans jamais rompre le contact visuel avec Rivera. Son regard se posa alors sur Esa, dure et inébranlable, comme si elle connaissait déjà la fin de cette histoire. Encore un qui vient voler. Je les connais bien. Esha essaya de parler, mais seul un faible gémissement s'échappa de ses lèvres, craquelées et trempées de douleur. Tais-toi, aboya Rivera, le clic métallique des menottes tranchant la tension comme une lame. Vous ne trompez personne avec vos petites larmes. Vous êtes détenu pour trouble à l'ordre public et soupçonné de vol. Je ne vais pas, s'il te plaît, j'attends mon bébé, supplia-t-elle, le visage baigné de larmes, sa voix à peine plus qu'un gémissement. Oui, oui, pleure comme toujours, murmura Rivera en la menotte brutalement, indifférent au tremblement qui secouait son abdomen. 15 minutes plus tôt, le taxi avait freiné brusquement devant les urgences. Esha en était sorti en titubant, serrant contre elle un sac en plastique contenant sa carte prénatale et quelques documents. Ses contractions survenaient toutes les 5 minutes. Elle savait ce que cela signifiait. Seule, couverte de sueur, elle était entrée en titubant, se dirigeant vers le bureau de la réception. « Bonjour, Alta TL, je suis à 38 semaines et j'ai de très fortes contractions, s'il vous plaît. » La réceptionniste n'a même pas levé les yeux. « Bien sûr. » Document. Les mains tremblantes, Aïcha tendit le sac. « Je suis là, mais s'il vous plaît. » La réceptionniste regarda les documents avec un ricanement, renifla et les repoussa. « Attends ton tour. » Les minutes s'écoulèrent lentement. Esha s'était effondrée au sol, haletante, ses membres tremblant à chaque contraction. Elle se redressa en se traînant, agrippée au comptoir. « S'il te plaît, mon bébé. » C'est alors que le docteur Mendizabal apparut. Elle s'arrêta dans le couloir, l'air dégoûté, comme si quelqu'un avait jeté des ordures dans son couloir immaculé. Elle s'avança vers les lieux avec une détermination glaciale. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel » demanda-t-elle. « Pour qui te prends-tu, femme noire ? On ne soigne pas les esclaves ici. Sors de mon hôpital. » Esha ne pouvait rien faire d'autre que de fixer le paysage. Son cauchemar ne faisait que commencer. Les menottes se refermèrent avec un nouveau bruit sec. Cette fois, Esha hurla non pas de douleur, mais d'humiliation profonde et déchirante. « Elle saigne » a crié une jeune stagiaire au bout du couloir, l'horreur gravée sur son visage. « Et le docteur Mendizabal ? Qu'elle apprenne à ne pas venir ici pour voler des soins médicaux » a-t-elle lancé. « Si elle ne sait pas comment se comporter, alors elle ne devrait pas se reproduire comme un animal. »« Mon Dieu, elle va accoucher ici même » murmura l'interne en s'avançant. « Nous devons l'emmener dans un service. »« Tu ne fais rien » rétorqua Clara en levant un seul doigt comme un marteau. « Tu veux finir comme elle ?» Aïcha poussa un nouveau cri. Les contractions n'étaient plus espacées que de 2 minutes. Son sang maculait le sol. Sa respiration était saccadée. Ses lèvres étaient gercées. Ses joues ruisselaient de larmes. Rivera lui saisit les bras comme s'il tirait un ivrogne du caniveau. Il la tira dans un coin. Là.
Elle reste là jusqu'à ce qu'on puisse la charger dans la voiture de patrouille. S'il te plaît, mon bébé, s'il te plaît. Aïcha se tordait, son ventre se serrait comme un poing de l'intérieur. Personne n'a bougé. Aucun gynécologue n'a été appelé. Aucun fauteuil roulant n'a été apporté. Une femme âgée se tenait dans la salle d'attente, les mains jointes par l'inquiétude. Excusez-moi, vous ne devriez pas la traiter comme ça. Elle est dans un état lamentable. Elle va accoucher sur le champ. L'infirmière la regarda fixement, le visage impassible. Tu veux accoucher pour elle? Non, je. Alors assieds-toi. Et la femme s'assit. Aïcha se mit à hurler. Ce n'était plus un appel à l'aide, mais un gémissement rauque et brisé. Son corps bascula en avant. Quelque chose se rompit en elle. Une flaque se forma au sol. Le docteur Mandizabal s'est finalement retourné, son expression étant celle de l'irritation, et non de l'inquiétude. Super. Elle a déjà souillé le sol avec ses fluides. Ne peuvent-elles pas accoucher dans leur rue, comme d'habitude? Au fond, l'interne se précipita dans la salle de bain en pleurs. Pas à cause de l'accouchement. À cause de l'horreur. Aïcha ne criait plus. Elle s'était évanouie. Les menottes étaient toujours en place. Sa tête penchait sur le côté. Son corps se contractait involontairement. Le bébé allait arriver. Elle est en train de perdre le bébé, murmura quelqu'un au bout du couloir. Une femme de ménage perd son bébé. Pour l'amour de Dieu. Tais-toi et va qu'à tes occupations, aboya l'infirmière de service. Mais, elle saigne tellement. Elle va mourir. La femme lâcha la serpillière avec fracas, son corps figé sur place, incapable de bouger. Les contractions la submergeaient comme une tempête impitoyable, violente et implacable. Douleur, encore douleur, puis encore douleur. Elle arrivait par vagues incessantes, sans rythme ni répit. Son corps aspirait un non, exigeait à pousser, mais, les mains liées, elle ne pouvait rien faire d'autre que se pencher en avant, agonisante. Mon bébé, murmura-t-elle, sa voix à peine chuchotée sur des lèvres craquelées et sèches comme de la terre desséchée. Elle n'avait même plus la force de crier. Ce qui s'échappa de sa bouche n'était pas un cri, mais une prière brisée, désespérée, adressée à tous et à personne. Mon bébé. Le docteur Mandizabal croisa les bras avec un détachement glacial. Et maintenant, que voulez-vous que je fasse? M'agenouiller et l'aider à accoucher ici, comme si c'était une chèvre? Docteur, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas normal, a plaidé l'interne, la voix tremblante, tandis qu'elle revenait, les yeux rouges et gonflés par ses larmes retenues. Elle a besoin de soins immédiats. Elle souffre de prééclampsie, elle perd du sang. Le bébé montre des signes de détresse fœtale. Il faut la mettre sur un brancard, immédiatement. Le médecin ricana. Vous croyez que je vais risquer mon permis pour une femme noire qui n'a même pas d'assurance? Vous savez combien d'entre elles se présentent sous de faux noms, portent plainte et c'est moi qui perds tout? Ne laissez même pas l'ambulance médico-légale venir, si nécessaire. Elle ne peut plus attendre. Elle va perdre le bébé et elle pourrait mourir aussi. La voix de l'interne était complètement brisée, mais personne ne la soutenait. Personne ne bougeait. Personne ne l'aidait. Les lèvres des chats tremblaient tandis qu'elle murmurait presque imperceptiblement, « Mon bébé, non, s'il te plaît. » Soudain, son corps fut pris de violentes convulsions. Elle se cambra en avant, un cri étranglé jaillissant du plus profond d'elle-même tandis que son sang affluait en vagues rapides et terrifiantes. La robe se déchira au niveau de son bas-ventre. Le bébé descendait sans arrêt, sans soutien, sans aide. Il n'y avait aucun positionnement, aucune assistance médicale, seulement le chaos. Dans ces conditions, son utérus risquait de se rompre. Elle pouvait cesser de respirer. Ils pouvaient mourir tous les deux en quelques minutes. « Oh mon Dieu !» s'écria l'assistante, son sang-froid fracassé. « J'appelle le gynécologue moi-même. Je m'en fiche qu'il me vire. » Ne bougez pas, lança une autre infirmière, essayant de maintenir l'ordre, mais le chaos régnait déjà. L'interne courut dans le couloir, les larmes aux yeux, appelant à l'aide, mais elle ne semblait jamais arriver assez vite. Asa ne répondait plus. Le bébé était déjà à moitié sorti. Et quelqu'un arrivait enfin. Quelqu'un qui allait tout changer. Des pas rapides et déterminés résonnèrent dans le couloir juste avant que les portes des urgences ne s'ouvrent brusquement. Un homme grand, vêtu d'un costume gris clair, entra, l'air angoissé et paniqué.
Ses cheveux blonds étaient lissés en arrière, son téléphone éteint dans sa main tremblante. Il scrutait la pièce avec frénésie. « Où est ma femme ?» rugit-il. « Ma femme enceinte, elle est venue seule. Mon téléphone est mort, j'étais en retard. Où est le personnel ?» Il s'est arrêté net. Certains membres du personnel l'ont reconnu instantanément. D'autres n'ont eu besoin que de quelques secondes pour comprendre qui il était. Le directeur général de l'hôpital, William Thorne. « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» hurla William lorsque ses yeux aperçurent la scène ensanglantée au bout du couloir. Elle était là. Sa femme. Allongée sur le sol froid, menottée, les jambes écartées, la tête affaissée sur le côté, le corps immobile et silencieux baignant dans une mare de sang grandissante. Une masse fragile, à moitié formée, émergeant désespérément se pressait contre le tissu déchiré de sa robe. Il ne courut pas. Il se laissa tomber à genoux à côté d'elle, comme si la gravité l'avait emporté lui aussi. « Oh mon amour, regarde-moi. Je suis là. Mon Dieu. » Il se retourna, les yeux flamboyants, la voix remplie d'une fureur qui fit trembler les murs. « Qui a fait ça? Qui l'a abandonné comme un chien? » Rivera recula, perplexe. « Êtes-vous, son mari ?» Le visage de William s'assombrit de rage. « Enlève-moi ces foutues menottes, tout de suite, ou je te jure que je te poursuivrai pour tentative d'homicide aggravé, pour abus d'autorité et pour tout ce que je peux citer. » Rivera hésita, mais seulement un instant. « Enlève-les. » Le clic métallique des menottes qui se détachaient résonna comme un coup de feu dans le silence. William la rattrapa avant qu'elle ne s'affaisse davantage, la berçant comme si elle était de verre, comme si elle allait se briser complètement s'il relâchait son étreinte. Sa voix était tonitruante. « Code rouge, urgence. J'ai besoin d'un brancard, d'un obstétricien, d'une unité néonatale, tout de suite. Si ce bébé meurt, il vaut mieux avoir des avocats. Je ne savais pas quelle était sa femme. » Bégaya Mandizabal, trébuchant en arrière, le visage pâle alors qu'elle essayait de rassembler son autorité brisée. Mais c'était trop tard. Tout avait déjà changé. Et cela vous a donné le droit de la laisser mourir sur le sol, de la traiter comme une criminelle, de la dépouiller de sa dignité, de son humanité. Vous êtes une honte pour cette profession. Une infirmière est arrivée en courant avec une civière, ses pas résonnant comme le tonnerre dans le couloir stérile. La stagiaire qui avait essayé d'aider n'a pas pu retenir ses larmes. Elle s'est jointe immédiatement, sans hésitation, les mains tremblantes mais déterminées. Sa voix se brisa, pressante, alors qu'elle criait, « Son pouls est faible, mais le bébé est en train de naître, nous devons commencer maintenant. » « Enlève ses vêtements, ça n'a pas d'importance, » cria William, le désespoir montant comme une marée dans sa gorge. « Sauvez ma femme et mon enfant, s'il vous plaît. » Les minutes qui suivirent se déroulèrent dans un chaos frénétique et haletant. Les gants ont été enfilés, les seringues préparées, les pinces remises avec des doigts tremblants. Un incubateur est arrivé sous des lumières crues qui ont clignoté comme un jugement. Asa ouvrit à peine les yeux et, la seconde suivante, entendit le cri du bébé. Mais ça n'a pas duré longtemps. C'était un gémissement bref et rauque, comme une petite toux, puis le silence, puis presque plus de souffle. L'un des médecins pâlit aussitôt. « Faible saturation », murmura-t-il en griffonnant des notes, « néonatologie, maintenant. » Le spécialiste a hésité une fraction de seconde seulement. « Il y a un risque de lésion neurologique », a-t-il déclaré, d'un ton serré et factuel. « Nous ne pouvons pas en être sûrs avant quelques heures, peut-être quelques jours, peut-être quelques semaines. » William fit un demi-pas en arrière, la gorge serrée, le corps raide de terreur. Il déglutit et demanda, « Est-ce qu'ils vont le sauver ?»« Nous allons faire tout notre possible, » répondit le médecin. Mais la négligence médicale d'aujourd'hui a mis sa vie en grave danger. Et puis elle demanda à William, sa voix sèche et ferme, craquelée comme du bois brûlé. « Nous la stabilisons. Elle a perdu beaucoup de sang, mais nous avons réussi à arrêter l'hémorragie. Elle est faible, mais elle se réveillera. » William se tenait à côté de la civière, tenant doucement sa main comme si c'était du verre. Il n'a pas parlé pendant un long moment. Il le tenait simplement, son pouce effleurant sa peau comme une prière silencieuse. 3 heures plus tard, la salle de direction de l'hôpital était pleine. William se tenait devant, implacable, un dossier à la main et le visage d'un homme qui n'avait plus rien à perdre. Le docteur Clara Mandizabal a été suspendu de ses fonctions avec effet immédiat.
L'officier Rivera a été retiré de l'hôpital sur ordre direct. J'ai demandé une enquête criminelle. Ce qui s'est passé ici aujourd'hui ne sera pas caché. Il s'arrêta, sa voix basse mais inébranlable. Mon fils est aux soins intensifs et lutte pour respirer. Ma femme était menottée comme une ordure. Sa voix ne tremblait pas. Mais ses yeux l'ont fait. Cet hôpital va changer à partir d'aujourd'hui. Et chacun d'entre vous va décider si vous voulez faire partie de ce changement ou non. La porte est ouverte. 5 jours plus tard, Aïcha ouvrit les yeux. Mon bébé, murmura-t-elle, sa voix presque éteinte. William était à ses côtés. Il lui prit la main et sourit, doucement, comme l'aube après une longue nuit. Il est vivant, Aïcha. Il est vivant. Comment va-t-il, demanda-t-elle. Il est dans une couveuse, dit doucement William. Il respire seul depuis hier soir. Il souffrait d'hypoxie à la naissance. Il s'arrêta. Sa voix s'est brisée. Il souffre d'une légère paralysie cérébrale. Il peut avoir des problèmes de mobilité. Il aura peut-être besoin d'une thérapie pendant des années. Mais il est avec nous. Et tu es vivant. C'est ce qui compte maintenant. Isa fondit en larmes. Non pas par désespoir, mais par une rage longtemps contenue et un soulagement qui l'a ouverte. Une libération de l'injustice de tout cela. William se pencha et posa son front contre le sien. Nous allons l'élever avec tout ce que nous avons. Nous l'aimerons de toute notre âme. Et personne, Aïcha, personne ne te fera plus jamais de mal comme ça tant que je respirerai. Un mois plus tard, le Collège national de médecine a suspendu définitivement l'inscription professionnelle de Clara Mendizabal. Une vidéo, enregistrée par une patiente, montrant son traitement des chats, est devenue virale. Les réseaux ont explosé d'indignation. Des marches ont envahi l'entrée de l'hôpital. Les gros titres criaient dans toutes les langues. Un médecin insulte, humilie et laisse une femme noire enceinte menottée. Un bébé né avec des lésions cérébrales dues à une négligence. Mendizabal fut formellement licenciée, sans droit à aucune indemnisation. Puis, les chefs d'accusation s'abattirent sur elle comme une pluie de plomb, négligence médicale avec circonstances aggravantes de discrimination raciale, violation du serment d'Hippocrate, manquement au devoir d'assistance. Lorsqu'elle fut convoquée à la barre pour témoigner, elle tenta, d'une voix à peine audible, de se justifier. Elle ne ressemblait pas à une vraie patiente, murmura-t-elle, presque honteuse, presque inconsciente. Elle ressemblait à une criminelle. Le procureur, sans hausser le ton, haussa un sourcil. Une criminelle, lança-t-il, avec cette lenteur à cils qui laisse peu de place à l'échappatoire. Elle ne répondit rien. Le silence, cette fois, pesait plus que tous les aveux. Le procès médiatique fut implacable, comme une lame nue posée sur une plaie. Le procès judiciaire, lui, fut encore plus brutal. L'officier Rivera n'eut pas davantage de chance. Les images captées par la caméra de sécurité de l'hôpital révélèrent tout. Il avait menotté une femme en pleine contraction, étendue sur le sol, sans même lui tendre la main, sans même croiser son regard, comme si sa douleur n'existait pas. Un dossier autrefois intouchable, verrouillé par le silence et les privilèges, commença à prendre la poussière. Mais cette poussière, soulevée par l'indignation, devint bientôt un nuage. G.E. D'autres plaintes, longtemps étouffées, jaillirent comme des spectres qu'on n'avait jamais voulu croire. Des abus d'autorité dans des communautés vulnérables, toujours les mêmes, toujours ignorés. Ils furent envoyés de la force. Sans pension. Sans honneur. Dépouillés de l'uniforme comme d'une fausse noblesse. Il fut inculpé pour usage excessif de la force, abus de pouvoir, discrimination raciale, et complicité dans une tentative d'homicide par négligence. Et pendant ce temps-là, loin de la salle d'audience, là où la vérité ne cherche ni projecteur ni drapeau, il y avait les justes. L'assistant de nettoyage. L'interne qui avait crié à l'aide. Et le jeune médecin qui, à main nue, avait aidé à donner la vie. Tous trois furent publiquement reconnus. Leur courage, leur humanité, leur refus du silence furent enfin salués. Il n'avait suffi que d'une seule rencontre. Une seule. Pour que William les reloge, les sorte de l'ombre, augmente leur salaire, leur donne, à chacun, un nom, un espoir, un avenir. Car parfois, oui, parfois, les justes trouvent aussi leur place dans ce monde. 6 mois plus tard, elle était là. Aïcha. Dans le jardin de rééducation de l'hôpital.
poussant un petit fauteuil roulant enveloppé d'une douce couverture bleue. Son fils, les yeux grands ouverts, les petites mains repliées contre sa poitrine, la regardait en silence. Et puis, tout doucement, il sourit. Il ne parlait pas encore. Mais il riait avec ses yeux, avec la lumière. William les rejoignit par derrière, 2 cafés chauds à la main. « Prêt pour la thérapie d'aujourd'hui » demanda-t-il, avec ce ton léger qu'on ne prend qu'après les tempêtes. Elle lui répondit, comme toujours, non par des mots, mais en caressant tendrement les cheveux si doux de leur fils. « Il est plus fort que nous tous » murmura-t-elle, presque pour elle-même, comme une prière. Alors William la serra dans ses bras, par derrière. Et même si les cicatrices restaient, même si la mémoire ne s'effaçait pas, la vie, elle aussi, était restée.